Nickel. Ouais, bon, je pense que vous l'avez remarqué, mais vous vous souvenez? Parce que là, je sais qu'à chaque fois que je dis, «On vous l'avait bien dit», c'est une phrase que les mecs, supportent pas et à chaque fois on se fait insulter. Il dit: «Ah là là, tu d'où tu avais bien dit ça?» genre, là, c'est la réalité. Le coût de l'Ether qui prend des bougies entre 30 et 40 je vous a on vous l'avait présenté ce truc-là, ce scénario de vous dire: «Le jour où ça arrivera, vous allez voir que beaucoup de gens vont commencer à retourner leur veste». On l'avait dit ou pas? On l'avait dit ou pas, les gars? Alors ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui détestent, hein, quand on fait ça. Souvent, c'est des mecs qui sont pas habitués de la chaîne, mais bon, en l'occurrence, c'est un peu vrai quand même. Étant donné que ça fait quand même des mois, qu'on parle de ce genre de scénario. Évidemment, il y a aucune, vérité en se disant en mode, le mec, il arrive à prédire les trucs, comme ça évidemment. Mais, c'était un scénario quand même qui était, assez, envisageable par rapport à ce qu'on avait avant. Et c'est là que vous voyez tous ceux qui étaient, sideline quoi, tous ceux qui n'avaient pas de position, tous ceux qui attendaient pour acheter plus bas. Là, tous ceux qui vont attendre un pullback tous ceux qui vont attendre un pullback pour pouvoir rentrer. Et toujours pareil, on va le voir tout à l'heure, on n'est pas non plus sorti des sentiers battus. C'est pas encore sûr à 100% qu'on n'est pas dans le scénario où ça peut pas recorriger, etc. aussi, d'accord, hein. Mais le scénario d'avoir une poussée importante sur l'Ether et tout, et des mecs qui disaient l'Ether est mort, l'Ether est mort, l'Ether est mort, c'est pourri, ça sert à rien de passer dessus, d'investir dessus, ça va aller plus bas. Et au moment où ça pump, les mecs, tac, ils commencent à retourner leur veste. Ça, finalement, on le voit à chaque cycle. Mais c'est assez drôle. C'est juste assez drôle. Ouais, comme tu dis, Jay, ouais, mais la fonda a changé. C'est pas la fonda qui a fait que le prix a augmenté comme ça. On en avait parlé avec Théo. Quand sur une journée, l'Ether il prend 35%, c'est pas que par rapport à la mise à jour Pectra. C'est qu'à un moment donné, voilà, il y a un ensemble de facteurs qui fait que c'est le moment pour pouvoir pumper et puis c'est tout, quoi. Point barre. Mais voilà, c'est quand même assez, c'est quand même assez drôle, de voir encore une fois que c'est toujours la même chose. La psychologie humaine pour moi, ça m'a toujours fasciné, à quel point c'est d'une certaine manière un peu prédictible, quoi. Tu as même des algos aujourd'hui qui surfent sur ça, j'en ai parlé sur Éternel étudiant, sur justement les outils qui sont utilisés vraiment pour surfer sur la mania et sur les biais psychologiques humains, mais c'est quand même assez fou, quoi. Et finalement, on se rend compte que qu'on ait de l'expérience sur un sujet ou non, en fait, on sera quand même sujet à ce genre de trucs-là. Mais au final, là, si on regarde objectivement le truc, euh, moi, ça m'a toujours fait rigoler les gens, qui étaient sûrs, tu vois? Vraiment, mais sûrs à 100 de te dire: «Mais c'est sûr, c'est mort, c'est de la merde, ça sert à rien, c'est pas intéressant d'acheter» et cetera et qui te disent: «Non, mais de toute façon, ça va descendre plus bas et tout» et au moment où ça monte, les mecs, ils FOMO, ils achètent et après, ils retournent leur veste en disant: «Non, mais moi, j'y croyais», et tout. Alors qu'en fait, tu reprends, 2-3 jours avant, le mec, il y croyait pas du tout, quoi. C'est toujours assez drôle, quoi. Pour ça que, comme DJ, hein, si Trump déconne, on va reperdre 30%. C'est pour ça que, évidemment, hein, on n'est pas encore sorti des trucs. Voilà, on peut juste déjà être content de ce qu'on voit, parce que les jours en vert en crypto, c'est quand même assez rare globalement. Je veux dire, là, surtout si tu prends sur la partie Ether et Alt, il y a eu quelques moments où ça a augmenté, mais il y a quand même eu plus de moments où ça a baissé que ce que ça n'avait augmenté. Donc, on peut quand même se réjouir de ces moments-là et puis voilà, être content de ce qui a été fait. Et tirer des leçons toujours aussi de ce qu'on observe. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui ont profité de la baisse pour acheter. Il y en a d'autres qui n'ont pas terminé de faire tout ça. Puis il y en a d'autres qui étaient complètement à l'écart et qui attendaient un énième pullback pour pouvoir, enfin une énième baisse pour pouvoir re-rentrer. Et là, bah, du coup, ils sont à côté, ils attendent, ils n'ont pas envie d'acheter des bougies vertes et ils attendent. Voilà. Donc évidemment que ça ne montera jamais en ligne droite. Mais j'avais présenté un tweet sur la partie Ether qui remontrait les performances de l'Ether historiquement parlant sur les cycles précédents et en montrant en peu de temps à quel point l'Ether pouvait bouger très vite. En l'espace de quelques semaines, l'Ether pouvait bouger vraiment extrêmement rapidement. Ça a été le cas entre 2020-2021, ça a été le cas sur le cycle de 2017 où il a explosé. Et en fait, pendant très longtemps, le prix est compressé et ensuite il pète. Par contre, évidemment, il y a des différences, hein, d'accord? On n'est pas sur les mêmes types de fonctionnement, les mêmes principes, même niveau économique que ce qu'on avait
sur les cycles d'avant, mais il y a quand même des similitudes et des similarités. Et force est de constater que quand l'Ether bouge, il bouge extrêmement vite. Et les gens oublient ça, en fait, parce qu'ils ne l'ont pas connu. Nous, on a quand même une certaine chance d'avoir connu plusieurs cycles. Donc, a priori, on arrive quand même à se souvenir des moments passés quand il y a eu des moments compliqués, etc. Et vous allez voir que à partir du moment où c'est bon, on aura une validation à 100 qu'on est reparti à 100 bullish parce que là, les indicateurs ont toujours un retard, hein, par rapport au marché. On n'est pas encore à l'ATH sur le Bitcoin, l'Ether est encore bien en dessous de son ATH, et cetera. Et vous allez voir que quand on va vraiment repasser, si on le fait, hein, quand on va vraiment repasser en positif, les gens vont tout de suite oublier les étapes par lesquelles elles sont passées. C'est-à-dire de se dire, putain, à un moment donné, mon portefeuille était haut, je sais pas, en octobre, novembre, décembre 2024. On s'est fait ramasser la gueule sur le début de l'année 2025 et puis j'ai pas pris de profit. Bah, au final, ils vont sans doute refaire le même truc parce qu'ils vont oublier ce qu'ils ont vécu. C'est pour ça que se ramener et se souvenir des moments difficiles, compliqués, voire des moments où ça a été plus simple, pour mettre un contraste entre les deux et toujours avoir les pieds sur terre, c'est ce qui fera en sorte que vous arriverez à un moment donné à prendre des profits. Parce que on en reparlera, je pense, pendant ce live. Mais la prise de profit, c'est ce qui fait que presque 99% des gens en crypto gagnent pas ou très très peu d'argent. Euh, La plupart, en fait, quand ils viennent chercher les 20-30 supplémentaires, c'est ce qu'ils vont faire à un moment donné, qu'ils vont perdre l'intégralité de leur capital. Et très souvent, ils ont complètement perdu la notion de réalité. C'est-à-dire que l'argent qu'on a en crypto, on a l'impression que c'est pas du vrai argent. On a l'impression que c'est euh, ouais, que c'est limite un peu du Monopoly, quoi. C'est-à-dire, si demain, vous aviez investi 30 000 balles et qu'à un moment donné, vous ouvrez votre portefeuille, vous avez 300 000 euros sur votre portefeuille. Si demain, ces 300 000 euros, on vous les donne en billets, d'accord, en billets de banque, vous allez vous rendre compte de la somme, vous allez dire, putain, ouais, je vais prendre des profits. Parce que là, évidemment, je parle de plus-value latente. Et il y en a d'autres qui ne vont pas le faire. Et ils vont se dire, allez, en bull run, je vais réinvestir 15 000 balles sur un projet que je vais avoir écouté 2 minutes sur YouTube, je vais remettre 5 000 balles là-dessus, etc., etc. Et cetera. Et quand la marée se retourne, quand on commence à se rendre compte au final que bah, le marché il est plus aussi bullish que ça et que le marché du coup va dans le sens inverse, c'est là qu'on se rend compte et on se dit attends, je viens de mettre l'équivalent de je sais pas 3 années d'épargne sur un projet que j'ai regardé 2 minutes alors que putain, si j'avais fait le distinguo entre mon temps de vie, le temps d'épargne, ce que ça représentait pour moi, sans doute que j'aurais été beaucoup plus vigilant. Donc ça, je sais que c'est une erreur pour beaucoup de personnes et on sera amené sans doute à en reparler. Mais gardez les pieds sur terre, c'est ultra important. Et souvenez-vous des périodes compliquées, difficiles et ce que vous avez vécu pour tous ceux qui sont là depuis un certain temps. Parce qu'il y a des habitués, d'accord, sur la chaîne. Il y a des habitués et c'est ultra important de se souvenir de ces moments-là pour se dire, OK, ce que j'ai vécu là, ça m'a appris des leçons et il faut que je sois capable de les mettre par la suite. Parce que ça va être dur, en fait. Rentrer sur le marché et acheter quand ça pue, c'est difficile, c'est dur. Acheter des périodes de capitulation, de peur et tout. Regardez, hein, combien de personnes ont acheté de l'Ether à 1300, 1500 balles? Pas grand monde, hein. Pas grand monde. Mais acheter dans des périodes comme ça parce qu'on pense que ça va aller plus bas, c'est extrêmement difficile. Pour autant, c'est un passage obligé. Et à l'inverse, revendre quand tous les signaux et quand tout le monde te dit que ça va aller plus haut, c'est extrêmement difficile aussi. En fait, dans les deux cas, c'est difficile. Pour autant, c'est la meilleure chose à faire. Il faut aller vraiment contre la foule et puis accepter son risque. Voilà, accepter son risque. Et pour moi, son risque, quand on sait les projets dans lesquels on a investi, etc., on doit accepter du coup la volatilité momentanée. Parce que bah, c'est pas parce que vous avez acheté un projet qui fondamentalement tient bien la route, sur lequel vous croyez, etc., que vous n'allez pas subir une volatilité importante. Et on l'a vu, hein, ça a été prouvé à maintes et maintes reprises. Par contre, évidemment, comme dit aussi Mehdi, pour lui, ça va chuter fort. Plus ça augmente vite, plus ça augmente très vite, très très fort, plus vous pouvez vous attendre à une volatilité dans le sens inverse aussi qui sera importante. Ça monte jamais que en ligne droite. Par contre, dites-vous qu'en crypto, c'est pas parce que vous avez pris 30-40% dans
sur une semaine que vous ne pouvez pas reprendre encore 200%, 300% sur les semaines qui suivent avant de recevoir ou de voir le moindre pullback parce que le prix a été tellement suppressé que ça peut aller vraiment très très vite, très très fort. Par contre, évidemment, ça ne va jamais monter qu'en ligne droite. Vous pourrez avoir des corrections. Et c'est un peu le problème de ce truc-là, de se dire ça augmente, forcément, ça va corriger tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation de 40%, forcément, on va avoir une baisse de 30%, et là, je vais re-rentrer. Parce que vous allez voir, hein, des corrections, il va y en avoir, mais quand bien même il y aura des corrections, les gens diront bah, 30% de correction, j'achète pas. J'achète pas, ça va redescendre plus bas. Et quand ça redépassera le précédent top local, les mecs vont de nouveau se dire non, mais c'est bon, le prochain truc, je rachète. Et au final, ça va faire qu'augmenter, augmenter, augmenter. Et c'est comme ça que les mecs, ils ont appris un prix d'achat qui est hyper élevé et qui sont pas capables de subir la volatilité parce que, en fait, si tu n'acceptes pas cette volatilité sur le court terme, au moment où le prix se retourne, tu vas commencer à vendre. Et à chaque fois, tu vas augmenter ton prix d'achat. À chaque fois, tu vas l'augmenter. À chaque fois, tu vas resubir la volatilité. Si par contre, tu l'acceptes sur le court terme, bah, en fait, ton prix d'achat moyen, il est tellement plus bas à un moment donné que les corrections, elles arriveront, mais toi, tu seras toujours en positif. Donc après, pour vivre le bull run et la volatilité, c'est tout de suite beaucoup plus simple. Mais tu es obligé de la subir à un moment donné, cette volatilité. Tu es obligé de l'accepter. Si tu l'acceptes pas, tu risques en tout cas de faire des erreurs qui seront importantes et à chaque fois de augmenter ton prix d'achat, ton prix d'achat, ton prix d'achat. Et au moment où ça se retourne pour de bon et que tu pars en bear market, bah, tu as un prix d'achat qui est tellement élevé, tu vas pas vouloir vendre et tu ne pourras pas vendre. Tu vas t'attacher à ton bag comme si c'était ton truc parce que la version à la perte, elle est hyper importante. Et c'est comme ça que tu as des mecs après pendant des années qui tiennent un bag, qui capitulent au bottom, qui achètent au top, qui capitulent au bottom. Et on le voit. Vous allez voir, je vais vous montrer des stats. D'après vous, je vais voir un petit peu votre retour dans la section commentaires, les mecs. D'après vous, dans ces périodes-là, qu'est-ce qui a fait que le marché globalement a augmenté, principalement sur le BTC, d'accord? D'après vous, c'est qui a vendu? Est-ce que c'est les entreprises? Est-ce que c'est les ETF? Est-ce que c'est les particuliers? D'après vous, c'est quoi qu'on a observé, d'accord? J'ai hâte de voir votre truc. Et je vous montrerai après les infos. Ouais, comme tu dis, Anthony. On voit qu'il est en slip dans la marée basse, quand la marée baisse, ouais, c'est ça. C'est toujours un regret, Martin. C'est toujours un regret de se dire, en fait, pour beaucoup qui n'ont pas encore connu plusieurs cycles, vous allez avoir les mêmes trucs. Vous allez voir que de se dire, j'aurais dû encore plus accumuler, etc. Ça fait chier, j'aurais pu le faire. Mais en fait, il faut à la fois comprendre le raisonnement qui a fait que vous n'avez pas investi, et des moments, c'est un raisonnement qui est rationnel et que vous deviez suivre parce que vous étiez déjà énormément exposé. C'est-à-dire qu'avec le recul, une fois que le prix a augmenté, de se dire, j'aurais dû le faire, c'est toujours simple. Mais le moment où vous achetez et que ça ne fait que baisser, 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 psychologiquement, c'est extrêmement dur à tenir. Et je pense que dans les deux cas, il faut être aussi satisfait de ce qui a été fait. Tu vois, je pense que, et moi, c'est comme ça que je vois les choses, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le risque, tu le prends, tu investis, et tu acceptes de rentrer des moments forts dans des moments où la plupart des gens ne veulent pas le faire. Et tu te dis, si ça continue de descendre, bah, éventuellement, je vais voir, peut-être que je continuerai de réaccumuler, mais il y a un moment donné, tu dois te dire, je suis content de mon bag. Déjà, je suis dedans. Je suis rentré sur des niveaux de prix qui sont super intéressants. Alors oui, tu n'as pas acheté le bottom, mais c'est le cas de 100% des gens. C'est presque impossible de le faire. Si tu le fais une fois, c'est de la chance. C'est très, très compliqué d'acheter le bottom à chaque fois. Moi, même, je dirais même que c'est impossible. Tout comme de revendre le top. Donc, il y aura forcément, à un moment donné, quand le prix va augmenter, tu dis putain, si j'avais su, je serais rentré plus. Ou pareil, tu verras, quand tu vas commencer à prendre des profits, tu te diras putain, si j'avais su, je n'aurais pas vendu à ce niveau-là. J'aurais vendu bien plus haut. Sauf qu'en fait, quand tu commences à analyser le truc et tu dis putain, ça commence à représenter des sommes qui sont importantes, ça peut peut-être même à un moment donné présenter peut-être même un changement de vie. Et quand je parle de changement de vie, c'est peut-être même pas forcément l'indépendance ou la liberté financière. Je sais que c'est l'objectif de beaucoup de gens, mais ça peut être, je sais pas, rembourser un crédit sur ta résidence principale. Ça peut être, t'imagines si demain, même si c'est pas une indépendance ou une liberté financière, mais que ça te permet de mettre de côté l'équivalent de 10, 15, 20 années d'épargne, en soi, rien que cet événement-là, c'est déjà life-changing, surtout vu l'âge que tu as, Martin, et d'autres personnes aussi, je sais, qui sont dans l'accompagnement ou sur crypto-investisseurs. Donc, c'est vraiment un point qui est hyper important. Gardez les pieds sur terre et dites-vous que même si vous arrivez à prendre des petits profits, parce que beaucoup de gens se disent, il faut que je fasse un x100, x1000 et tout. Vous savez ce qu'on pense de ce genre de truc. Et ce qu'on appelle des petits profits, déjà faire x4, x5, x6, c'est déjà extraordinaire. Et dites-vous que même des boîtes qui gèrent des milliards
on prend FTX, on prend Celsius, on prend Luna à l'époque, machin. C'est des boîtes qui finissent sur le carreau, qui ne gagnent pas une thune. Pour autant, elles ont géré des milliards. D'accord? Et donc, si vous avez à un moment donné validé des plus-values même de 500 balles, vous avez mieux fait que ces gens-là. C'est ça la réalité. Parce que la majorité des gens ne gagnent pas d'argent, ils en perdent. Donc, déjà, le premier truc, c'est de ne pas en perdre. C'est important, c'est bête ce que je dis, hein, mais c'est ultra important. Et vraiment garder les pieds sur terre. Et ce que je répète, et je continuerai de le dire, vous ne pourrez jamais vous en vouloir d'avoir gagné de l'argent. Même si vous avez vendu entre guillemets trop tôt, ce qui sera le cas dans 100% des cas. Voilà. Je crois que c'est Rockefeller ou JP Morgan qui disait ça, donc la personne qui a créé la banque JP Morgan, qui disait que lui, il est devenu extrêmement riche en vendant systématiquement beaucoup trop tôt. Ça veut dire ce que ça veut dire. Vous pouvez vérifier la citation, mais ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas vous en vouloir d'avoir gagné des thunes et que des moments, la meilleure décision, c'est de vendre. Parce que vous êtes tellement sur des plus-values qui sont importantes et l'idée après, c'est de ne pas perdre ce capital-là. Parce que vous verrez que le nombre de mecs qui vont avoir un portefeuille qui va augmenter, qui n'ont encore jamais vu un portefeuille peut-être aussi haut que ça, mais entre la plus-value latente et ce qui va pouvoir être à un moment donné validé, c'est vraiment différent. Parce que le problème, c'est que beaucoup de gens ne se rendent pas compte euh, de la différence qu'il va y avoir entre la valorisation d'un portefeuille à l'instant T et de ce qui pourra véritablement être extrait. Parce que dites-vous que si vous êtes sur des plus-values importantes, dites-vous qu'il y en a beaucoup aussi qui le seront, sur des plus-values qui seront importantes. Et vu qu'on est sur un marché qui est aujourd'hui très peu liquide, je veux dire la crypto, même si on prend le Bitcoin, l'Ether, on est sur un marché qui est très peu liquide. Hein, par rapport à ce qui est à côté, c'est une goutte d'eau dans l'océan financier, ça ne représente rien du tout. Mais si vous prenez la somme de l'ensemble des participants que vous avez en crypto, par rapport à la plus-value qu'on peut retrouver sur l'ensemble des portefeuilles crypto et ce qui pourra réellement être extrait, évidemment que ça ne sera pas la somme de ce qu'on peut observer à l'instant T. Ça sera nettement moins que ça. Parce que si une baleine décide de revendre pas mal d'argent et de récupérer pas mal d'argent, des centaines de millions par exemple sur des gros projets, rapidement ça peut faire tanker le prix et rapidement les plus-valentes de la majorité des participants vont fondre comme neige sous le soleil. Et c'est pour ça que les gens ne se rendent pas compte de ça, mais il y a une vraie distinction entre la valorisation ou quand vous allez réactualiser votre portefeuille à l'instant T et ce que vous allez véritablement pouvoir extraire. Donc, faites-moi le plaisir, les mecs. Soyez vraiment vigilants de ne pas nourrir un espoir ou de commencer à avoir des plans ou même de contracter des dettes ou des emprunts sur de l'argent que vous n'avez pas aujourd'hui. Parce que ce n'est pas parce que vous voyez sur votre portefeuille des plus-values latentes que vous les aurez véritablement à la fin. Donc, ne commencez pas à planifier des trucs par la suite tant que cet argent-là n'est pas validé. À partir du moment où vous avez validé, vous avez des plus-values qui sont validées en stablecoin, etc., etc., là, il n'y a pas de souci, vous pouvez commencer à réfléchir. Mais tant que c'est des plus-values latentes, je le dis, c'est hyper important. Tant que c'est des plus-values latentes, vous ne faites rien. Vous vous concentrez. Évidemment, quand vous êtes sur des niveaux de prix qui sont importants, il faut que vous ayez préparé votre stratégie de sortie. Pour moi, là, il faut que vous soyez prêt. Voilà. Si vous n'êtes pas prêt aujourd'hui pour ce qui se passe, pour ce qui arrive, vous êtes dans l'anticipation, vous dites, est-ce qu'il faut y avoir un pullback pour que je rachète ou là, ça a augmenté, vous dites, vous êtes un peu perdu, je vous invite à jeter un coup d'œil à l'accompagnement. Nous, on est prêt. Peu importe ce qui se passe, ça fait depuis 2022 qu'on prépare ce bull run, on est prêt. D'accord ? La question, c'est vous, après. Est-ce que vous êtes prêt ? Donc, si vous voulez vous mettre à jour rapidement et pas foirer ce bull run-là, parce que ça serait quand même extrêmement dommage. Je pense qu'il y a énormément d'opportunités et je pense qu'il y a plein de belles choses à venir. Mais je sais que la majorité des gens resteront sur le carreau parce qu'ils ne sont pas habitués à ça. Malheureusement. Hein. Malheureusement. Donc, pour ceux qui veulent assurer un petit peu ce truc-là et se faire accompagner et pas se retrouver seul dans des périodes avec une forte volatilité et tout, parce que c'est là où on fait des conneries, jetez un coup d'œil à la partie accompagnement. Je pense que ça vous aidera beaucoup. Vous avez le lien dans la description. Pour en revenir à ce que je disais, c'est que si vous commencez à nourrir un espoir, ou vous commencez à, vous projeter avec de l'argent que vous n'avez pas encore validé aujourd'hui, vous allez nourrir un certain sentiment qui pourra se retourner contre vous au moment où le marché va baisser. Parce qu'en fait, c'est comme si vous étiez en train de vivre les événements
ou les bienfaits de l'argent que vous auriez potentiellement validé, sauf qu'en fait, c'est pas vraiment le cas. C'est-à-dire que vous dites: «OK, moi, cet argent-là», par exemple, vous ouvrez votre portefeuille, 300 000 €. OK. Et là, vous vous dites: «Attends, 300 000 €, putain, mais qu'est-ce que je peux faire? Putain, je peux acheter un bien immobilier, je peux partir en vacances avec la famille, je peux aller voir mes potes, putain, je vais me racheter une nouvelle moto, je vais rembourser mes emprunts». Et donc, en fait, tu commences déjà à planifier. Tu dis: «Putain, mon taf, déjà, il me fait chier, c'est bon, je vais me mettre en temps partiel», tu vois? Et tu commences à nourrir ce truc-là. Et du coup, tu vas à ton travail, tu vas dire: «Bon, allez, il y a pas intérêt que le patron, il me parle mal parce que, quand même», tu vois? Ça peut vite partir, cette histoire. Et au final, tu te rends compte que quand le marché se retourne, parce que tu as tellement nourri cette histoire et tout, tu as l'impression que c'est une réalité, sauf qu'en fait, ça ne l'est pas. Et le moment où ça se retourne, parce que ça va se retourner, ça sera tellement compliqué de te dire: «Putain, j'avais planifié tout ça, j'ai pas pris de plus-value et là, je sais pas quoi faire». Donc en fait, tu as des mecs après, ils sont dans le déni et le déni, il peut durer longtemps, hein. Il peut durer des mois, voire des années, jusqu'au moment où le déni, il est tellement bas et tu te retrouves en dessous du prix d'achat et de l'argent que tu as investi initialement parlant, parce que pendant un certain temps, tu as été très largement en profit. Et puis après, tu t'es retrouvé dans un moment où, tu as été en dessous de ton prix de revient. Donc là, la version à la perte, elle est hyper importante et donc du coup, tu veux plus vendre. Tu étais dans le déni, tu veux plus vendre, tu dis: «Putain, c'est mort, c'est bon, j'ai foiré mon truc», mais tu t'accroches à l'espoir, et là, ça devient extrêmement compliqué. Et forcément, quand il faut recharger plus tard, dans des périodes où il faut le faire parce qu'on est en capitulation et tout, pour baisser ton prix d'achat moyen, parce qu'il y a quand même des risques après que les projets que tu as investis remontent pas et tout. Tu le feras sans doute pas parce que tu as été tellement dans la souffrance pendant des années que tu te dis: «Je vais pas m'infliger encore plus de souffrance que ça». Pourtant, ça serait la meilleure chose à faire. Tu vois ce que je veux dire?